Madame, Monsieur, bonsoir. Le dernier bilan humain et matériel est très lourd au lendemain des violents orages qui se sont abattus sur l'ouest du pays. 5 personnes ont été tuées, 9 autres gravement blessées, plus d'une soixantaine légèrement blessées. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Maine-et-Loire ont été les plus touchés. Dès hier matin, Météo France avait lancé une alerte orange qui est en fait un appel à la prudence. Alors comment cette information est-elle transmise aux différentes autorités concernées? Réponse dans ce journal. Dénouement heureux pour la jeune Britannique disparue depuis samedi. Elle a été retrouvée cet après-midi indemne en Grande-Bretagne. Quant à l'ancien soldat américain, il a été arrêté en Allemagne. Une première victoire pour les restaurateurs français. La Commission européenne accepte une baisse de la TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration. Reste maintenant à obtenir l'aval des ministres des 15. Une journée de pause pour les coureurs du Tour de France. La chaleur et la dureté de la course ont sévèrement éprouvé les organismes et le plus dur reste encore à faire. Les orages qui se sont abattus hier soir sur le Grand Ouest ont surpris tout le monde par leur violence. Météo France a dénombré pas moins de 50 000 impacts de foudre sur l'ensemble des zones touchées. Le bilan humain s'est encore alourdi puisqu'on vient d'apprendre qu'une 5e personne, un enfant, a trouvé la mort. 9 autres ont été blessés gravement et une soixantaine plus légèrement. Les Landes est un des 3 départements qui a été le plus touché par les intempéries. Dans la station balnéaire de Biscarrosse, les vents très puissants ont rappelé à beaucoup la tempête de décembre 99. Cette ville paie le plus lourd tribut avec 3 personnes décédées. Et les images que nous avons pu tourner à bord d'un hélicoptère montrent bien l'ampleur des dégâts. Fanny Auvergne, Éric Froissart. Un désastre. Des vents violents à plus de 150 km/h comme une tornade tropicale se sont engouffrés dans le camping. En quelques minutes, tout a été balayé. Ce matin, les 9 campings de Biscarrosse sont dévastés. Partout, des caravanes éventrées par des arbres déracinés, un à un. Dans les Landes, le bilan est lourd. 3 morts, dont 2 enfants et des dizaines de blessés. Autour du lac, aucune maison n'a été épargnée. Dans la forêt, les arbres se sont abattus sur les villas en quelques minutes. Tuiles arrachées, cheminées effondrées. Les dégâts ici sont considérables, mais par chance, aucune victime n'est à déplorer. Tout le monde se souvient de la tempête de 1999 à Biscarrosse, mais les orages de cette nuit ont été aussi violents et plus localisés. Dans cette commune touristique de Biscarrosse, ce sont des milliers de campeurs qui ont vécu une nuit de cauchemar. David Bazier et Hugo Risotti étaient avec eux dès les premières heures de la tempête. Voici leur reportage. Biscarrosse, juste après l'orage. Des campeurs transformés en réfugiés. Dans les rues, des voitures par files entières qui fuient les campings de la ville. Ambulance blanche, les civiles. Ambulance privée, 3. Ce sont 3 ambulances légères ou des lourdes? Appel à toutes les ambulances, car la forêt de pins s'est écroulée sur les villages de Tente. J'étais avec mon fils et ma femme est partie un petit peu plus loin et d'un seul coup un arbre nous a complètement séparés, nous a coupés en deux quoi. Et on a eu de la chance parce que franchement l'arbre il y a 1 mètre près nous tombait dessus. Hier soir, à l'heure de l'apéro, tout le monde était au camping. Quand sous les rafales de 120 km/h, les arbres ont défoncé les mobil-homes, transpercé les caravanes en 20 minutes. Des gros grêlons. Et donc les gens étaient affolés, les gens tenaient leur tente et les arbres en fait c'était gros, des arbres sont des gros tombés pins. sur les gens, sur les caravanes. Ils sont tombés sur les caravanes, ont éventré les caravanes. Tout il s'envolait et tout. Les arbres tombaient, tous. Une ambulance quitte le camping de la Rive. À l'intérieur, le corps d'une femme tuée écrasée par les arbres. 2 Néerlandais ont péri hier dans les campings de Biscarrosse. À la caserne des pompiers, on rassemble les blessés. On va juste se déplacer. D'accord, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est bon? Maintenant vous relevez. Alors il y a le SAMU a pris en charge les blessés graves qui sont évacués sur les hôpitaux du secteur. Actuellement, nous avons des gens qui sont éclopés, qui ont pris des branches d'arbres sur leur tente ou qui ont pris des branches aussi sur les membres. Des blessés, toujours des blessés. On dresse la longue liste des fractures. Voilà, c'est la jeune fille qui est là-bas. Elle doit avoir une vingtaine d'années environ. C'est une cheville droite, si tu veux, qui paraît fracturée également.
Le reste des campeurs est dirigé par long convoi vers les salles de sport, où ils seront bien peu à passer une bonne nuit. Pour l'instant, il est préférable de ne pas rentrer dans le camping. Au matin, le directeur du camping de la Rive dissuade ses campeurs de rentrer à cause des arbres qui menacent encore de tomber. Ceux qui sont là découvrent, encore pleins de terreur, ce à quoi ils ont échappé. Nous étions sous l'auvent de la caravane quand l'arbre est tombé. Alors nous avons couru jusqu'à la réception pour nous mettre à l'abri. Il y avait un tractopelle, ils ont soulevé l'arbre avec des hommes. Et on a sorti un petit garçon qui a eu très peur. Il a le bras cassé sûrement. Tous se disent qu'il y a eu certainement quelques miracles cette nuit-là. Biscarros, la cité balnéaire, restera elle pour longtemps. Avec ses routes ravagées, ses voitures cabossées, une jolie petite ville de vacances, saccagée par les éléments. Et ce matin, c'est toute la ville de Biscarros qui s'est réveillée groggy, une économie paralysée en pleine saison touristique. Éric Perrin, Philippe Dumail. Un air de déjà-vu empire. Même en 99, la tempête n'avait pas causé autant de dégâts à Biscarros. Dans cette maison, toiture éventrée, fondation ébranlée, on envisage l'avenir comme on peut. Jour le jour, on va voir venir. On a appelé l'assurance ce matin qui nous a dit de parer au plus pressé, de faire dégager, de bâcher, et puis après on verra. Au menu, plus de tomates mozzarella dans les pizzas de ce restaurant, mais des branches et des tuiles. En pleine saison touristique, il faut trouver l'énergie pour repartir au plus vite. Vous allez essayer de rouvrir bientôt, là? Oui, mais dès demain, on pense. On va essayer, du moins. Au camping, on vient, groggy, constater les dégâts. Beaucoup de ces mobil-homes sont des résidences secondaires. Home, sweet home, enfin ce qu'il en reste. Que vous savez, voyez l'âge que l'on a, bon, on s'est privé assez longtemps pour acheter quelque chose, avoir quelque chose qui pour la retraite, et puis voilà le résultat. Quand le rêve de toute une vie finit comme une maison de paille. Pourtant, on garde le moral lorsqu'on pense qu'on a vraiment échappé au pire. Chambre à coucher, on était 2 secondes avant dedans, et quand on a entendu le bruit, on s'est réfugié où le toit est le plus haut, sous la table de cuisine, et puis on a été épargnés. Beaucoup de touristes étrangers, fidèles parmi les fidèles à cette région, préfèrent partir dès aujourd'hui, oubliés. Je viens ici depuis 29 ans, nous dit cette femme, mais je crois que je ne reviendrai plus jamais. Pour le responsable du camping, c'en est trop. Après les 2 millions de francs investis l'année dernière, il a fallu faire face à la baisse des réservations due à la pollution, et maintenant, c'est le déluge. C'est trop tôt pour faire l'inventaire. Je pense que demain, il y aura de l'expertise de fait. Et là, on pourra dire c'est définitivement foutu. Drapeau rouge, mer démontée, comme si le sort s'acharnait. Les vents violents d'ouest ont déposé aujourd'hui quelques boulettes de pétrole. Mais demain, c'est promis, on nettoiera. Biscarros ne veut pas baisser les bras. Éric Perrin, vous êtes avec nous en direct de Biscarros. Je suppose que le moral est au plus bas et que maintenant, il va falloir trouver l'énergie nécessaire pour rebondir. On est frappé lorsqu'on circule dans les rues de Biscarros ou dans les établissements touristiques de voir l'énergie avec laquelle les habitants ou les responsables de ces établissements essayent de réparer les dégâts, des dégâts considérables. Il est bien évidemment trop tôt pour donner un chiffre, mais on a la sensation ici que le chiffre sera supérieur à celui de la tempête de 99. Alors c'est vrai qu'ici, on a un peu l'impression que cette année 2003 est une année maudite parce que ces orages d'abord ont été meurtriers, il y a de la gravité, on la sent cette gravité, mais en plus ces orages sont venus affaiblir une économie qui était déjà vacillante à cause de la pollution. On sait qu'on s'est battu ici pour communiquer, pour faire venir les touristes, et là c'est encore un coup du sort. Alors on sent que pour combattre ce sort, on va avoir besoin d'énergie et besoin de courage et qu'il va falloir s'entraider, et on sent qu'il y a une solidarité malgré tout ici. Merci beaucoup Eric. Et un peu plus au nord, en Gironde, les pompiers ont réalisé plus de 1000 interventions. À Bordeaux, le toit d'un bâtiment de fret s'est effondré à l'aéroport de Mérignac. Des centaines d'arbres ont été arrachés, endommageant de nombreux véhicules. Les cultures maraîchères, elles aussi, ont beaucoup souffert, vous le voyez sur ces images. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Oloron-Sainte-Marie, ce sont des grêlons que certains comparent à la grosseur d'une boule de pétanque qui ont causé d'énormes dégâts. Une de nos équipes, Vanessa Rouet et Maxime Soulard, a pu suivre des pompiers lors de leurs interventions. Et ça, c'est ce qui nous est tombé sur la tête hier soir. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 minutes, mais ça a été vraiment très violent. Il en garde des preuves, de peur qu'on ne le croie pas. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis, suivis de fortes averses, s'abattent hier soir sur Oloron-Sainte-Marie. 11 000 habitants, 460 maisons touchées, du jamais vu.
Oui, j'ai reçu votre appel, oui, monsieur. Oui, on va faire ce qu'on peut, mais je comprends bien. Hein. On essaye de boucher les trous le plus vite possible, ce qui n'est pas si simple parce que ça prend quand même du temps de le faire. Et il y a beaucoup de maisons touchées. 130 interventions sont actuellement menées par les 80 pompiers venus de tout le département. Ici, cette maison a subi une dizaine d'impacts. But de la manœuvre, éviter l'infiltration d'éventuelles pluies à venir. La propriétaire, elle, s'est faite une belle frayeur. Voilà. C'est par ici. Et bien voilà. Mon joli toit qui est percé. Ça fait comme le 14 juillet. On se demandait si c'était pas le ciel qui nous tombait sur la tête, tellement ça faisait du bruit. C'était impressionnant. Ah, très impressionnant. Moi, j'ai jamais vu ça. Les prévisions météo promettent une accalmie pour demain, une aubaine pour les pompiers qui espèrent achever leurs interventions d'ici la fin du week-end. Roselyne Bachelot, la ministre de l'écologie, s'est rendue cet après-midi en Maine-et-Loire, qui est l'un des départements les plus touchés par les intempéries. À ses côtés, Renaud Dutreil, le secrétaire d'État au PME, a annoncé qu'il demanderait l'état de catastrophe naturelle pour les régions concernées. Alors justement, dans le département de Maine-et-Loire, les dégâts sont très localisés sur plusieurs communes, entre Saumur et Angers. Tous les témoins parlent d'une véritable tornade. Christophe de Valambra, Philippe Ritten. Une violente rafale et l'arbre s'est abattu sur la tente, causant la mort d'un adolescent de 16 ans. Les campeurs s'attendaient à cet orage, à ce vent, mais certainement pas à cette tornade qui a tout dévasté en quelques minutes. Et nombreux sont les drames évités de justesse. Il dormait là. Ma femme me dit, va voir le petit, on le remet de l'autre côté, nous. Alors, juste le temps que je prenne, l'arbre il s'est écroulé, puis j'ai su juste le temps de tirer, puis après on s'est mis des matelas, puis on a attendu que ça se passe. Oh non. Cette nuit, peu après le coup de tabac, les pompiers inspectent le camping à la recherche d'éventuelles victimes saisies dans leur sommeil. À quelques kilomètres de là, ce sont de jeunes campeurs qu'il a fallu secourir. La grange dans laquelle ils s'étaient réfugiés s'est effondrée sur eux. 8 ont été blessés, dont 2 gravement. On a tous couru où on pouvait, où on trouvait de l'abri, des abris pour se protéger de la tempête. On est resté sous la grange et puis il y avait des grandes armoires, donc on a enlevé les portes, on s'est caché sous les armoires. Un poste médical avancé a été installé dans un gymnase et une centaine de campeurs a dû être hébergés en urgence pour la nuit. Ce matin, chacun revenait sur place pour faire le bilan des dégâts subis. Vous essayez de récupérer un petit peu ce qui peut l'être? Oui, enfin ce qu'on peut récupérer quoi. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose. La caravane est morte, la voiture elle est esquintée. Bon, il n'y a pas eu de blessés, c'est le principal. Toute la journée, les travaux se sont enchaînés pour réparer le plus urgent. Rétablir l'électricité, remettre en état les lignes de chemin de fer endommagées. Il est encore trop tôt pour évaluer précisément l'ampleur des dégâts occasionnés par ce terrible orage dans le Maine-et-Loire. La seule certitude concerne le bilan humain et il est lourd. 1 mort et 19 blessés, dont 2 graves. Et dans le Gard, de violents orages se sont produits cet après-midi, notamment dans le secteur d'Alès. Des orages accompagnés de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans de nombreuses habitations. Dès hier matin, Météo France lançait une alerte orange sur le grand ouest de la France. En clair, c'est un appel à la prudence. Nous avons voulu savoir comment cet appel était répercuté aux autorités locales et aux responsables d'infrastructures touristiques. Les réponses avec Amaury Guibert, Muriel Lassaga et Nicolas Prader. Les moindres variations de climat, les mouvements des masses d'air chaud ou froid, rien n'échappe aux prévisionnistes du Centre national de Météo France. Surtout pas la tempête qui s'est abattue hier soir sur les Landes, phénomène d'une rare violence mais bien identifié sur les cartes. Météo France déclenche alors l'alerte orange, aussitôt transmise par les préfectures à tous les services publics. Message bien reçu à Ourtin en Gironde, le maire a affiché l'alerte sur la porte de l'hôtel de ville. Mais il n'a pas demandé au directeur de camping d'évacuer les vacanciers. Vous m'aviez fait... Ce sont des gens responsables qui gèrent leurs ensembles souvent depuis de nombreuses années. Des coups de tabac de toutes sortes, ils en ont connu. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a pas lieu d'intervenir. Au camping des Ourmes, on ne dit pas le contraire et on souligne la difficulté d'évacuer plus de 800 vacanciers à chaque alerte. Le feu, ça c'est sûr, on n'hésite pas. Maintenant pour la tempête, c'est beaucoup plus aléatoire, donc là entre autres on n'a pas évacué hier. Pas d'évacuation et finalement la tempête n'a pratiquement pas fait de dégâts à Ourtin. Aujourd'hui, les vacanciers profitaient à nouveau du soleil.
L'Ouest touché par les intempéries, les Bouches-du-Rhône par les incendies. Dans le secteur de Cabriès, entre Marseille et Aix-en-Provence, 200 hectares de forêt et de chaume ont été détruits par les flammes. C'est le 3e incendie en quelques jours et certains s'interrogent déjà sur une éventuelle piste criminelle. Francis Mazoyer, Christophe Larocca. Une nouvelle fois, des vies de pompiers ont été mises en danger. Les 4 occupants de ce camion sont indemnes. Heureusement, ils ont pu s'échapper à temps. Tout ce plateau-là s'est inflammé. Donc le conducteur qui était derrière le véhicule, lui, s'est échappé par l'avant. Et nous, nous sommes échappés par le chemin qui est dans l'autre sens. Une végétation très sèche, un vent de 40 km/h. Résultat, 200 hectares détruits à Cabriès. 400 pompiers aidés par les Canadair ont maîtrisé le feu, sinistre probablement d'origine criminelle. Je dénonce donc ceux qui ont la folie, la barbarie de mettre le feu à nos forêts et de mettre en jeu la population. Le feu s'est en effet approché très près des maisons. Des habitants évacués préventivement ont finalement pu regagner leur domicile. Ouais, il y a toujours les pompiers là, ils arrosent, tout ça, donc ils vont être là jusqu'à la nuit, je pense. Parce que ça reprenait tout à l'heure, on voyait des flammes. Cet incendie parti en bordure de route départementale est le 3e feu suspect survenu dans le même secteur. Les gendarmes recherchent le moindre indice. Une canette avec une mèche ou des choses comme ça, donc sur la longueur, et ensuite éventuellement faire un prélèvement si on arrive à trouver quelque chose. Ces enquêtes prennent en général énormément de temps. Il est très difficile de remonter jusqu'aux éventuels pyromanes. Et en Corse, un incendie qui s'est déclaré hier a ravagé aujourd'hui plus de 150 hectares de forêt et de maquis au sud de l'île, dans la commune de Véro. Les collines sont difficiles d'accès, ce qui complique considérablement le travail des pompiers. Aucune habitation n'a pour l'instant été touchée. Et puis à l'est du pays, la sécheresse est toujours aussi persistante. La Côte d'Or a été l'un des premiers départements à prendre des mesures de restriction en eau. Nous vous parlions hier des entreprises mises à contribution. Eh bien aujourd'hui, ce sont aussi les agriculteurs qui doivent faire des économies. Certains préfèrent entre guillemets sacrifier le maïs et le soja pour sauver d'autres cultures. Frédéric Montel, Michael Cario. À la mi-juillet, le maïs mesure habituellement 2,50 m. Ici, pas de géants verts, mais des plantes minuscules, sous-développées à cause de la sécheresse. C'est catastrophique dans un double sens, puisque d'une part, c'est pour l'alimentation de mes animaux, donc peu de rendement, et puis après, peu de qualité, parce que ces maïs-là ne pourra pas donner de grains de maïs compte tenu de son état. En Côte d'Or, les dernières pluies importantes remontent à février. Avec la chaleur, le sol s'est fissuré jusqu'à 50 cm de profondeur. Et là, on voit clairement que la terre a été brûlée par le sec, par le manque de pluie. Et comme si les aléas du ciel ne suffisaient pas, la législation s'en mêle. Dans le sud et le sud-est de Dijon, les producteurs de maïs n'ont pas le droit d'irriguer. Une décision de la préfecture en lien avec les syndicats. Il nous a paru évident de sauver l'essentiel. Et sauver l'essentiel, c'est vraiment sauver les cultures qui ont réellement besoin d'eau, parce que qualitativement, sinon on entrave complètement la récolte, quoi. Exemple à quelques kilomètres de là, les chanceux, ceux qui peuvent arroser entre 19 h et midi. Ici, l'oignon a le droit de boire, même si la chaleur affecte sa santé. L'oignon ne se développe pas, déjà par la chaleur excessive, et puis le manque d'eau. Si on n'arrose pas les oignons, ils seraient tout petits, ils seraient invendables. En fin de journée, petit miracle, les oignons ont réussi à faire pleurer le ciel, quelques gouttes d'eau dans un océan de sécheresse. Les pics de chaleur de ces derniers jours ont des conséquences également sur la production d'électricité. Les centrales d'EDF tournent à plein régime. Il faut dire que les entreprises et les particuliers s'équipent de plus en plus en système de climatisation très gourmand en énergie. Reportage au cœur du réseau électrique, François Baudonnet, Philippe Loudzi. Le bâtiment paraît anodin et pourtant c'est ici que l'on ausculte 24 heures sur 24 la totalité du réseau électrique français. Voilà, nous sommes donc au cœur du système électrique, ce qui est la véritable tour de contrôle du réseau électrique à très haute tension. Une tour de contrôle préoccupée ces jours derniers par la canicule. Lorsqu'il y a une vague de chaleur, une canicule comme celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il y a une augmentation de la consommation due à des effets, par exemple la climatisation. On sait que malgré la pénurie d'eau, il y a un peu plus d'arrosage, par exemple agricole, etc. Tout cela donne des ailes à la consommation électrique française. Moins qu'en plein hiver, bien sûr, mais tout de même. Hier, à la pointe de 13 h,
la consommation a été d'environ 4% supérieure à ce qu'elle était il y a à peu près un an à la même époque, ce qui représente la consommation d'une ville comme Paris intramuros. La semaine dernière, en pleine canicule, la situation sur le réseau était plutôt tendue. Les centrales produisaient surtout au nord du pays, mais c'est le sud, surchauffé, qui avait besoin d'énergie pour se rafraîchir. Pour faire face à ces pics de consommation estivale, EDF relance des centrales thermiques et réduit ses exportations. Et si la chaleur persiste, l'hiver pourrait être difficile, car le niveau des barrages sera alors très bas. Dénouement heureux pour la jeune Britannique qui avait fugué depuis samedi avec un ancien soldat américain. La jeune fille a été retrouvée saine et sauve en Grande-Bretagne. Quant à l'ancien marine, il a été arrêté en Allemagne. Laurent Boussier. Je vous annonce avec soulagement que Siobhan Pennington est en sécurité et en bonne santé. Elle est avec la police de Manchester, en Angleterre. Le soulagement après 5 jours d'inquiétude et de recherche, la fin de l'aventure pour Siobhan Pennington, cette jeune Britannique de 12 ans, qui avait quitté l'Angleterre samedi en compagnie de Toby Studebaker, un ancien Marines américain de 31 ans, avec qui elle correspondait par Internet. Il faut dire que depuis ce matin, les choses semblaient s'accélérer. Il y a d'abord eu cet appel téléphonique de Siobhan à ses parents. C'était fantastique, vraiment fantastique, parce que j'espérais et je priais pour que ce soit ma fille. Elle savait que nous voulions qu'elle revienne. C'était le meilleur appel que j'ai jamais reçu. Il y a eu ensuite ces images de Toby Studebaker tournées par une caméra de surveillance de l'aéroport de Manchester samedi 12 juillet et rendues publiques par la police de la ville. Il y a eu enfin, en début d'après-midi, l'annonce de l'arrestation de l'ex-Marines par la police allemande à Francfort. À cet instant, l'homme était seul. Siobhan était déjà repartie vers l'Angleterre. Elle dit qu'elle va bien. On lui a demandé si elle était fatiguée. Elle nous a répondu que tout allait bien. Il semble qu'à aucun moment, la jeune fille n'ait été retenue contre son gré ou n'ait subi une quelconque agression, alors que selon le FBI, Toby Studebaker était un habitué des sites pédophiles. Cette affaire relance évidemment en Grande-Bretagne le débat sur les contacts que peuvent avoir les mineurs via Internet, sur la surveillance que doivent exercer les parents et sur les règles d'accès à certains forums de discussion. Pour la première fois, Yvan Colonna a été entendu par la juge Laurence Levert sur l'assassinat du préfet Erignac. Assisté par 3 avocats, il était interrogé sur le fond du dossier. Il a réaffirmé son innocence tout en restant muet sur les conditions de sa cavale. Zinedine Boudaoud, Alexandra Renard. Yvan Colonna est sorti du palais de justice comme il y était entré, sous très bonne escorte. Des dizaines de policiers armés, un hélicoptère et même une embarcation. L'assassin présumé du préfet Erignac a passé près de 5 heures dans le bureau du juge antiterroriste Laurence Levert. Sa stratégie de défense est invariable, il se dit innocent du crime dont la justice l'accuse. Alors pourquoi avoir pris la fuite, lui a demandé la juge. Je n'avais pas d'autre issue, a répondu Yvan Colonna, qui a pris le maquis quand les enquêteurs se sont intéressés à lui. Il découvre à ce moment-là qu'il est recherché non pas pour être entendu comme témoin ou pour s'expliquer vaguement sur ce qu'auraient pu dire les autres si tant est qu'il a été fait informer, mais qu'il est recherché pour être arrêté comme étant l'assassin du préfet. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il dit, moi le ciel s'est écroulé sur ma tête et j'ai préféré prendre du recul. Pour ses défenseurs, cette prise de recul d'Yvan Colonna n'est pas un aveu de culpabilité. Pas plus que les déclarations de ses complices présumés. Certains d'entre eux l'avaient désigné comme celui qui a fait feu sur le préfet. Ils se sont depuis rétractés. Les avocats d'Yvan Colonna vont demander sa remise en liberté. Une semaine après le braquage d'une bijouterie de Taverny qui avait causé la mort de 2 personnes, les 2 auteurs présumés ont été interpellés ce matin. Ils étaient connus des services de police pour des petits trafics de cannabis. Emmanuel Lambert, Alain Locasio. Ils pensaient avoir trouvé la planque idéale. Un hôtel anonyme au bord d'une nationale dans le Val d'Oise. C'est là que les 2 braqueurs présumés de Taverny ont été interpellés. Hier, pour ne pas être repérés, ils prennent une chambre au guichet automatique. L'établissement, les 2 hommes le connaissent bien. Ils y avaient déjà dormi mercredi dernier, le soir du braquage. À l'aube, 15 policiers lourdement armés investissent l'hôtel. On les a vus enfiler les gilets pare-balles et nous ont dit que ça allait démarrer dans très peu de temps, quoi. Et vers 6h30, on a entendu quelques cris de l'hôtel et puis à première vue tout était fini. Ça s'est passé très rapidement, quoi.
Mercredi dernier, le braquage avait été sanglant. Dans cette ruelle tranquille, les deux hommes s'attaquent à un atelier de bijouterie. Certains employés résistent, les braqueurs tirent et tuent l'un d'entre eux, ainsi que le propriétaire. Ils prennent alors la fuite à moto, en emportant quelques bijoux. Ce butin n'a pas été retrouvé ce matin. Les deux malfaiteurs étaient connus des services de police pour consommation et trafic de cannabis. Ont-ils bénéficié de complicité? Les enquêteurs ont arrêté 3 autres personnes, soupçonnées d'avoir aidé à préparer le braquage. Chaque jour en Irak, les soldats américains sont la cible d'attaques. Ce matin encore, un GI a été tué et 2 autres blessés par l'explosion d'une bombe près d'un convoi militaire sur une voie rapide à l'ouest de Bagdad. Et puis, un avion militaire américain a été visé par une attaque au missile solaire au moment de son atterrissage à l'aéroport de Bagdad. En Irak, ce 16 juillet correspond à la date anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein, c'était en 79. Aujourd'hui, malgré la chute du dictateur, il existe encore de très nombreux nostalgiques de l'ancien régime, en particulier à Tikrit, sa ville natale. Reportage de nos envoyés spéciaux, Hervé Guéquière, Diane Richard. Derrière la lourde porte, une mosquée, mausolée à la gloire de son père. C'était le vœu de Saddam Hussein, réalisé il y a 1 an. Abed en est le gardien et désormais le seul visiteur. Vous voyez, il n'y a plus rien ici. Tout a été pillé et les Américains m'ont dit qu'il ne fallait laisser entrer personne. D'autres membres de la famille de Saddam reposent également dans cette crypte. Abed veille sur les tombes, prie régulièrement et ne renie rien de sa dévotion pour le Raïs. Je n'ai pas peur de dire que Saddam est notre président et pourtant, personne ne m'oblige à faire ça. Les plus fervents partisans de l'ancien régime osent encore s'approcher, mais sont obligés de rester dehors. En colère, mais toujours prêts à soutenir leur héros. Saddam, c'est l'Irak. Et l'Irak, c'est 6000 ans d'histoire, des temps les plus anciens jusqu'à maintenant. Et dans l'avenir, l'Irak sera toujours l'Irak. Pour l'instant, Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein, vit à l'heure américaine, ce que n'accepte pas la majorité de la population. Inch'Allah, Saddam Hussein reviendra. On n'est pas les seuls à le dire, tous les Irakiens le disent. Et avec l'aide de Dieu, il y aura une grande révolution contre les Américains et ils partiront. À Tikrit, il y a le souvenir, la nostalgie de Saddam Hussein. Parfois, un portrait a survécu aux pillards et aux Américains. Une image symbole d'une époque révolue. Le vice-président iranien l'a confirmé, Zahra Kazemi, la photographe irano-canadienne, a bien succombé à un passage à tabac. Elle avait été arrêtée le mois dernier devant une prison de Téhéran, mais impossible de savoir aujourd'hui si elle a déjà été inhumée. Sa famille canadienne réclame une autopsie. Les restaurateurs français ont le sourire aujourd'hui. La Commission européenne a finalement décidé de réduire la TVA de 19,6 à 5,5%. Une première victoire, car pour être effective, cette mesure doit maintenant être validée à l'unanimité par les 15. Cette baisse aura-t-elle des répercussions sur l'embauche et sur l'addition payée par les clients? Réponse avec Elisabeth Esley. Moins de TVA au restaurant, ça ne réjouit pas forcément les clients qui ne sont pas sûrs d'en profiter. Je ne suis pas persuadé que la répercussion soit totalement dans la note. Peut-être qu'il faudra mettre en place des systèmes pour contrôler un petit peu que tout le monde en bénéficie. De toute façon, il n'y a que sur les menus les plus chers qu'on devrait s'en rendre compte. Sur une formule à 15 €, le client ne gagnera que 75 centimes. Car bien sûr, les restaurateurs ne répercuteront pas la totalité de la baisse sur leur carte. Les restaurateurs ont pris des engagements de baisser d'1 tiers les prix, de monter d'1 tiers les salaires et 1 tiers pour faire des investissements notamment de décors et d'installations sanitaires. Mais chacun fera comme il l'entend. Les restaurateurs ont des projets encore flous tout en se voulant rassurants. Ça va bien bénéficier à l'assiette, enfin à ce qu'il y a dans l'assiette. À celui qui porte l'assiette, à celui qui fait l'assiette et à celui qui profite de l'assiette. Mais il y a la question du financement de cette baisse. Matignon n'a pas la réponse et personne n'est d'accord sur les chiffres. Qu'on cesse de nous parler de 4 milliards d'euros. C'est faux. Ça coûtera moins de 2 milliards d'euros. Et à terme, ça rapportera. Pourquoi ? Parce que le gouvernement et les restaurateurs misent sur la création de 40 000 emplois en 18 mois dans ce secteur qui manque de main-d'œuvre.
Déception en revanche pour les disquaires, la Commission a refusé leur demande de baisser le taux de la TVA. Et puis pas de troisième aéroport parisien pour l'instant. Un rapport parlementaire vient de se prononcer contre ce projet, évoquant le problème du coût et des nuisances. La conférence sur le sida s'achève ce soir à Paris. Au moment où Jacques Chirac s'apprêtait à prononcer son discours de clôture, eh bien, le chef de l'État a été bruyamment interpellé par des militants d'Act Off. L'occasion pour eux de faire entendre leurs revendications pour obtenir plus d'argent en faveur de la lutte contre le sida. À l'issue de cet incident, le chef de l'État a finalement pu s'exprimer. Il a réaffirmé l'engagement de la France à augmenter fortement sa contribution dans la lutte contre le sida. On l'écoute. Je souhaite lancer un appel solennel. Appel au gouvernement des pays donateurs du monde entier pour qu'ils fassent preuve, malgré les difficultés budgétaires, de plus de générosité. Ce n'est pas un acte de charité, c'est un acte de responsabilité partagée contre un fléau mondial. On dit souvent que les malades sont au sud et les traitements au nord, des traitements aujourd'hui performants mais très chers et donc inaccessibles aux pays en développement. C'est aujourd'hui le cheval de bataille de tous ceux qui veulent lutter contre cette pandémie. Isabelle Quintard, Éric Mézy. S'il était resté au Cameroun, Bernard Bon n'aurait jamais pu bénéficier du T20, un nouveau médicament anti-sida très performant. Rapidement, son état de santé s'est amélioré. Ça a été formidable au niveau biologique. C'est-à-dire j'avais une charge virale de 180 000 et en 2 semaines de traitement, je suis passé à 600 de charge virale. Donc ça a été spectaculaire. Sans ce traitement, je commençais déjà à faire très rapidement mon testament. Cette molécule ne guérit pas du sida, mais bloque pour un temps la pénétration du virus dans les cellules de l'organisme. J'étais dans un schéma d'une année seulement à vivre, mais avec ce produit, j'ai étalé à au moins ces 10 ans ma survie sur la maladie. Encore faut-il être en France pour en bénéficier. Ce que dénoncent les associations, le coût du traitement, 19 000 € par an, 2 fois plus cher que les traitements actuels de trithérapie auxquels les pays pauvres n'ont même pas accès. Plus que jamais, les 10 milliards de dollars promis par le Fonds mondial sont indispensables. Il y a la vie de 40 millions de personnes dans la balance. Enfin, si on n'a pas envie de consacrer 0,5% de notre richesse pour sauver 40 millions de vies, bah à quoi sert l'argent ? Seul un peu plus d'1 milliard a été versé par les 8 pays riches. L'autorisation pour les pays en développement d'importer des médicaments génériques n'a toujours pas été accordée. Pour contourner l'interdiction, certains pays ont décidé de fabriquer eux-mêmes ces génériques. Ça évite des hospitalisations, ça évite toutes les autres dépenses qui, sans les antirétroviraux, seraient produites par la maladie. Au Brésil, qui fabrique des génériques à bas prix, 100 000 patients en reçoivent et le taux de décès a été divisé par 2. Mais là encore, tout ceci n'est valable que pour les pays disposant des moyens technologiques pour le faire et donc d'argent. Une journée de pause bien méritée pour les coureurs du Tour de France. Il faut dire que la chaleur et la dureté de la course ont sérieusement éprouvé les organismes à la moitié de l'épreuve. Et le plus dur reste encore à faire. Reportage Nathalie de Rinxin, Nadine Picard. Sur le Tour, une journée de repos, c'est pas forcément un cadeau. Les mécanos n'ont pas le temps de bronzer. Avant d'attaquer les Pyrénées, ils doivent tout contrôler et en plus, faut que ça brille. Pour nous, c'est pas du tout une journée de repos. Il faut remettre les vélos à neuf pour demain. Ils ont été roulés ce matin, donc il faut tout nettoyer et tout se préparer pour demain matin. Je suis fan de vous. Oui. Les fans de Richard Virenque l'attendent jusque dans le hall de son hôtel. Autographe, photo. Après sa victoire cette semaine, le coureur français est plus populaire que jamais. Pour lui, cette journée, c'est l'occasion de consacrer un peu de temps à son public. Sa seule crainte, perdre le rythme de la course. Ça casse toujours un peu le rythme, mais elle est quand même bienvenue pour tout le monde et ça fait du bien de récupérer un peu quand même. 2000 km dans les jambes, des bleus un peu partout sur le corps, mais Derrick Klein a aussi 3 doigts cassés. Cette journée de repos, il va la passer à dormir. Son objectif, récupérer. Je prends le moins de risques possible et j'essaye de passer pour récupérer vraiment de toutes mes capacités tranquillement pour l'instant et puis après on verra. Finalement, le plus occupé de la journée, c'est Jean-Marie Leblanc. Le directeur du Tour enchaîne les conférences de presse
Armstrong n'a que 21 secondes d'avance sur Vinokourov. 5 coureurs peuvent prétendre à la victoire finale, du jamais vu depuis 5 ans. Par exemple, qui pouvait apparaître. Je dis que la situation est plus excitante en fonction des 4 grandes étapes des Pyrénées qui nous attendent. En attendant la grande explication ce week-end dans les Pyrénées, Lance Armstrong a roulé un peu plus de 2 heures ce matin. Rien de tel qu'une petite promenade à vélo pour garder la forme. Et une idée pour les vacances, pourquoi pas un baptême de parapente. Le Val Louron dans les Hautes-Pyrénées est l'un des sites les plus réputés pour la qualité de ses vols. Vanessa Rouet et Maxime Soulard ont suivi une jeune fille qui effectuait sa première sortie dans les airs. Ah si, c'est un peu de face. Un vent de face, une confiance à toute épreuve en sa monitrice. Bernadette est fin prête pour son baptême de parapente. Tu le mets dans le sac à dos. Ah ça, je le mets dans le sac à dos. Voilà, ici. Fais comme si tu t'asseyais. Voilà. Parce que quand on va partir, en fait, tu vas avoir la planchette derrière qui va remonter. S'assurer que notre passager soit bien harnaché pour pas le perdre dans les airs. Un pas, 2 pas, voilà, c'est parfait, comme ça, super. Stop. Étape la plus délicate, défier au trop cadencé une pente qui surplombe à 700 mètres d'altitude la vallée de Louron. Bon, eh bien, on a fait un beau voyage. Et en fait, c'est mieux qu'un tour de manège. Hein. Mieux qu'un tour de manège, c'est surtout plus flatteur. Le site du Val Louron est l'un des plus appropriés en France pour la pratique du vol libre. C'est un nouveau coup dur pour la ville de Montpellier. Après l'annulation du festival de danse, eh bien c'est celui de Radio France qui est aussi annulé. Découvert par le grand public il y a 2 ans, nommé aux dernières victoires de la musique, Benabar continue son chemin sur les routes de France. Quelques jours avant sa tournée, Olivier Lenouza et Yann Moine ont pu le suivre lors des répétitions. Je sais bien Muriel que ça ne me regarde pas. Tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix. Mais il voudrait revenir, d'accord, j'insiste pas. Bonjour, je viens pour vous mettre une branlée. Il est un rien moqueur. Il aime jouer. Mais Benabar est avant tout un bosseur. Pendant des mois, il a chanté, donné 150 concerts en 1 an. Résultat, un disque d'or décroché grâce au bouche à oreille. Oh, dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Aujourd'hui, Benabar prépare sa nouvelle tournée. L'occasion de vivre au quotidien avec ses musiciens. Autant commencer à faire connaissance et à savoir comment il faut fonctionner avec les uns et avec les autres pour ne pas se taper dessus dans le minibus dans 3 mois. Quoi. Une semaine de répétition. J'ai refait du café les gars, si ça... 3h30, 4h30, 5h, à 5h30 on a fini. Plusieurs séances de travail par jour. Au bout d'un moment, c'est le nerf qui fait travailler l'homme. De 10h à 22h. Depuis une semaine, on joue beaucoup, moi je chante beaucoup, donc comme on joue demain et après-demain, je vais essayer de ne pas me casser la voix trop vite. Même si elle menace, me supplie à genoux, je n'irai pas manger une glace avec un pull autour du cou. Il évoque les vacances. Je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille au volant d'un monospace. Les siennes sont terminées. Benabar reprend la route avec dans sa besace des chansons pleines de tendresse, douces et amères. L'hommage des Cubains a été à la hauteur du talent du chanteur Compay Segundo. Des milliers de personnes ont jeté des fleurs au passage du cortège funèbre dans la ville de Santiago de Cuba où il a été enterré. Durant l'été, à New York, l'animation n'est pas forcément dans les rues, mais plutôt sur les toits des immeubles. Les terrasses sont très prisées par une clientèle plutôt privilégiée. Il faut dire que la vue y est spectaculaire. À vous d'en juger, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Un bain d'eau fraîche, rien de très original dès que l'été s'installe. À moins de prendre de la hauteur. La piscine avec vue sur Manhattan, c'est tellement plus chic. Et à $30 l'entrée, les New-Yorkais en raffolent. Comme ils raffolent d'ailleurs de toutes les terrasses. Cette vue imprenable sur le pont du Queensboro par exemple, réservée aux membres d'un club de sport
qui a installé ici son terrain de tennis. Et puis il y a la terrasse version plus culturelle. Le Metropolitan Museum propose sur son toit de découvrir un verre à la main les sculptures de l'artiste américain Roy Lichtenstein. Mais pour capter l'attention des visiteurs, la concurrence est rude. Quand Central Park s'étend à vos pieds. C'est magnifique cette vue panoramique. Tout le monde devrait venir ici. Mais la terrasse peut aussi devenir un havre de nature, terrain d'expérimentation pour Leslie et ses amis écologistes. Ici, vous avez un mélange de fleurs, de la lavande, de la sauge aussi. Et le sol est spécialement étudié pour retenir la pluie. C'est très joli et en plus c'est utile. Sur un toit normal, en plein été, la température peut monter jusqu'à 75 degrés. Avec cette végétation, la température ne dépasse pas 25. Donc cela réduira la consommation d'énergie nécessaire pour l'air conditionné de l'immeuble et réduira aussi la température ambiante dans la ville. Mais foin d'esprit civique. La terrasse, à New York, c'est d'abord et avant tout un signe extérieur de réussite. Le lieu de fête idéal pour les longues soirées d'été, à partager avec les amis, sans modération. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet. 21h, un épisode de l'Incite avec Gérard Klein. 0h20, dernier journal présenté par Ève Mété. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable. On se quitte sur ces images d'une exposition d'art peu ordinaire, le long des côtes belges sur la plage de Panne. Des statues ont été disposées sur le sable et dans l'eau. Un trompe-l'œil étonnant où nageurs et bustes de bronze se mêlent et s'entremêlent. À demain, excellente fin de soirée sur France 2.